Je m'appelle Florence Semers. J'ai 68 ans. Mardi dernier, ma fille m'a laissé son 87e message vocal en 3 jours. Elle y pleurait si fort, que je pouvais à peine distinguer les mots, mais j'ai tout de même saisi une phrase. Maman, tu ne peux pas nous faire ça. J'ai sauvegardé chacun de ces messages vocaux. Puis, j'ai conduit jusqu'au bureau de mon avocat, j'ai posé mon téléphone sur son bureau, et j'ai appuyé sur lecture. Il en a écouté 11 avant de m'arrêter. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture et a prononcé 4 mots. 4 mots qui ont mis fin à 42 années où j'étais le plan de secours de ma famille. Celui que personne ne prévoyait vraiment d'utiliser. Je vous dirai quels étaient ces 4 mots. Mais d'abord, vous devez comprendre comment une enseignante à la retraite d'une petite ville du Texas a pu se retrouver avec 87 messages vocaux et 3 enfants adultes qui, soudainement, ne pouvaient plus vivre sans elle. Avant de commencer, s'il vous plaît, prenez un moment pour liker et vous abonner, et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un dimanche après-midi de mars. Le jour où j'ai posé une simple question à mes enfants. Je vis dans une maison de 3 chambres sur la rue Pan à Caldwell, au Texas. Population de 9000 habitants, à peu près. J'ai la même boîte aux lettres depuis 31 ans, le même trottoir fissuré, le même magnolia qui perd ses feuilles chaque novembre, comme une horloge. La maison est payée. Depuis 2014. C'est l'année où j'ai fait mon dernier paiement hypothécaire et où je me tenais dans la cuisine, tenant l'acte de propriété à 2 mains, comme si c'était un diplôme. J'ai enseigné en 3e année à l'école primaire de Caldwell pendant 43 ans. Salle 14. Je pourrais dessiner la fissure du plafond de mémoire. Mon salaire était en moyenne d'environ 45 000 € par an au cours de ma carrière. Certaines années moins, d'autres un peu plus. Je n'ai jamais gagné ce que l'on pourrait appeler un bon salaire, mais j'ai géré mon argent avec discipline. Je découpais des coupons jusqu'à ce que mes doigts connaissent les rainures des ciseaux par cœur. J'achetais des vêtements en fin de saison. J'ai conduit la même Honda Accord pendant 14 ans. Je ne suis jamais allé en Europe, je n'ai jamais voyagé en première classe, je n'ai jamais acheté une voiture qui sentait encore le cuir neuf. Chaque euro que je ne dépensais pas pour moi, je le dépensais pour mes enfants. Au moment de ma retraite, il y a 3 ans, j'avais 620 000 € d'économies et de compte de retraite. Combiné à la maison, estimé à environ 280 000 €, mon patrimoine total s'élevait à un peu moins de 900 000 €. Personne dans ma famille ne connaissait le chiffre exact. Mes enfants savaient que j'étais à l'aise. Ils ne savaient pas à quel point. Mon mari, Ray, est décédé il y a 8 ans, d'un cancer du poumon. 14 mois, du diagnostic aux funérailles. Je me suis occupé de chaque rendez-vous chez le médecin, de chaque appel à l'assurance, de chaque nuit où il ne pouvait pas dormir sans que quelqu'un ne lui tienne la main. Je l'ai fait seul, parce que c'est ce que je fais. Mon chat, Basile, était assis sur le porche et a regardé l'ambulance s'éloigner la dernière fois. Il est toujours là. Moi aussi. Laissez-moi vous parler de mes enfants quand ils étaient petits. Jocelyn était ma première-née. Vive comme l'éclair dès le premier jour. Je la conduisais 3 heures aller-retour chaque semaine pour qu'elle puisse participer à des tournois de débat à 2 comtés de distance. Elle a remporté le championnat de l'État en première. J'étais assise au fond de l'auditorium, dans une robe que j'avais repassée 2 fois, et je pleurais dans un mouchoir. Derek, mon deuxième enfant, était plus calme. Il aimait démonter les choses, les radios, les horloges, une fois même une tondeuse à gazon entière. J'ai travaillé pendant les cours d'été 3 années de suite pour payer son camp d'ingénierie à Texas A&M. Il a construit un robot qui pouvait trier des billes par couleur. J'ai toujours la photo sur mon frigo. Megan, ma cadette, était la plus douce. Elle voulait être infirmière depuis l'âge de 9 ans. Quand son fils Oliver a eu besoin d'une opération à cœur ouvert à 2 ans, j'ai conduit 400 miles, j'ai dormi sur une chaise d'hôpital pendant 3 semaines, et je lui ai tenu la main dans une salle d'attente qui sentait la cire et la peur. Voilà qui j'étais pendant 43 ans. La conductrice, la pourvoyeuse de fonds, celle qui était toujours là. Maintenant, laissez-moi vous dire qui ils sont aujourd'hui. Jocelyn appelle une fois par mois. Les conversations durent en moyenne 4 minutes. Elle parle de la rénovation de sa cuisine, de ses scores au peloton, de la promotion de son mari Brad. Elle ne demande pas comment je dors. Derek envoie un texto pour la fête des mères. Parfois, il se souvient de mon anniversaire.
Il vit à 4 heures de route, à Austin, et n'est pas venu me voir depuis 2 ans. Megan appelle quand elle a besoin que je garde Oliver. C'est tout. J'avais l'habitude de me dire que ce silence était normal. Ils sont occupés. Ils ont leur propre famille. C'est ce que je me disais, jusqu'à ce que je réalise quelque chose que j'aurais dû remarquer des années plus tôt. Ils avaient un groupe de discussion, et je n'en faisais pas partie. En février, je suis allé faire mon bilan de santé annuel. Le docteur Nolan, le même médecin depuis 15 ans, a vérifié ma tension artérielle, mon cholestérol, mes articulations. Tout était normal. Mieux que normal, en fait. Elle a dit que j'étais en excellente forme pour mon âge. Puis elle a fait une pause, a posé son dossier sur le comptoir, et m'a regardé comme je regardais un élève qui avait manqué trop de jours de classe. Florence, avez-vous un plan pour vos soins si quelque chose arrive? C'était une question de routine. Elle l'a posée probablement 10 fois par jour, mais elle a atterri dans ma poitrine comme une pierre, et y est restée pendant 3 jours, parce que je connaissais la réponse. Quand Ray est tombé malade, le plan, c'était moi. J'ai réorganisé chaque heure de ma vie autour de ses rendez-vous, de ses médicaments, de ses terreurs nocturnes, quand la douleur le réveillait en suffoquant. Je n'ai pas demandé d'aide à mes enfants. Pas une seule fois. En partie parce que je suis têtu. En partie parce que je supposais vraiment, que lorsque mon tour viendrait, quelqu'un ferait la même chose pour moi. Mais assise dans cette salle d'examen, j'ai réalisé que je n'avais jamais réellement confirmé cette hypothèse avec qui que ce soit. Je la portais simplement comme une certitude, comme on porte son propre nom. Bien sûr, mes enfants seraient là. Bien sûr. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pensé à une chute. Une simple chute, le genre que les femmes âgées font tout le temps. Une hanche cassée, une commotion cérébrale. Qui me trouverait? Qui appellerait l'ambulance? Qui s'assierait dans la salle d'attente? La réponse, si j'étais honnête, était Basile, et les chats ne composent pas de numéro de téléphone. Alors, j'ai décidé de demander. J'ai organisé un dîner le dimanche. J'ai mis la table pour 5. J'ai préparé la tourte au poulet préférée de Jocelyn, faite maison. Je n'avais aucune idée que ce dimanche serait le dernier repas que je cuisinerais pour mes 3 enfants réunis. Ils sont tous venus. C'était la première surprise. Jocelyn a conduit depuis sa banlieue à 90 minutes de là. Derek a fait le voyage depuis Austin. Megan a amené Oliver, qui a couru directement vers mon Magnolia et a commencé à chercher des verres. Pendant 2 heures, on aurait presque dit une famille à nouveau. Nous avons mangé à la table en chêne que Ray avait construite l'année de la naissance de Jocelyn. J'ai utilisé la porcelaine de ma mère, celle avec le liseré bleu qui ne sort que pour les grandes occasions. La lumière du soleil traversait la fenêtre de la cuisine et frappait le plat de service d'une manière qui faisait tout briller. Après le dessert, j'ai versé le café. J'ai croisé les mains sur la table. Je veux parler de quelque chose, ai-je dit. Quand je serai plus âgé, quand je ne pourrai plus vivre seul, j'ai besoin de savoir qui d'entre vous sera là. L'horloge au mur a fait tic-tac 9 fois. J'ai compté. Derek a parlé le premier. Il a posé sa tasse avec précaution, comme si la table pouvait se briser. Maman, je suis à 4 heures de route. Ce n'est pas réaliste. Megan a regardé Jocelyn, a attendu. Puis, je ne pense pas que je pourrais gérer ça médicalement. Je veux dire, Jocelyn était la dernière. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone. Maman, nous avons tous nos propres vies. Tu devrais te renseigner sur les options. Il y a de bons établissements. 3 enfants, 3 refus en moins d'1 minute. Ce qui m'a frappé, ce ne sont pas les réponses. C'est à quel point elles semblaient coordonnées. L'excuse de Derek était géographique. Celle de Megan, la capacité. Celle de Jocelyn, la philosophie. Chacune parfaitement distincte, comme s'ils avaient répété. Je n'ai pas dit un mot de plus ce soir-là. J'ai débarrassé la table seule, j'ai lavé la porcelaine de ma mère à la main, une assiette à la fois, comme je le fais depuis que j'ai 12 ans. Quelque chose avait déjà commencé à changer en moi, un verrou tournant dans une porte que je ne savais pas exister. 3 jours plus tard, Megan est passée pour récupérer une veste qu'Oliver avait laissée. Elle est restée peut-être 10 minutes. Nous avons parlé du temps, du test d'orthographe d'Oliver, de rien d'important. En partant,
elle a oublié son iPad sur le comptoir de la cuisine. Je n'allais pas regarder. C'est la vérité. Je suis passé devant 2 fois en allant à la cafetière, mais l'écran s'est allumé tout seul, comme le font les écrans, et une notification est apparue en haut. Fratrie seulement. Ma main s'est arrêtée sur la poignée de la cafetière. La notification venait de Jocelyn, envoyée le matin avant notre dîner du dimanche, avant la tourte au poulet, avant les 9 secondes de silence. J'ai pris l'iPad. Le chat était ouvert. Le message de Jocelyn disait, « Quoi que vous fassiez, ne vous portez volontaire pour rien. Laissez-la se débrouiller. Quand elle ira dans une maison de retraite, on vend la maison et on partage. » C'est le plan. J'ai fait défiler vers le haut. Derek, et si elle nous le demande directement? Jocelyn, dites simplement que vous êtes trop loin ou trop occupé. Elle n'insistera pas. Elle ne le fait jamais. Megan, je me sens mal. Jocelyn, tu te sentiras encore plus mal si tu es coincé à changer des couches gratuitement pendant 10 ans. 36 messages. Voilà la longueur de leur plan pour ma vieillesse. 36 messages organisant qui dirait quoi et quand. Mon dîner du dimanche n'était pas une conversation. C'était une performance. Et j'étais la seule à ne pas avoir de script. J'ai posé l'iPad face contre le comptoir, exactement où Megan l'avait laissé. Je me suis lavé le visage. Je suis sorti sur le porche, je me suis assise dans le rocking chair de Ray, et j'ai fixé le Magnolia pendant 2 heures. Basile est resté sur mes genoux tout le temps. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'avais dépassé le stade des larmes, mais j'ai pris le téléphone. Pas pour appeler mes enfants, pour appeler quelqu'un de complètement différent. J'ai appelé Ruth. Ruth Callaway habite 3 maisons plus loin. Elle a 71 ans, veuve comme moi, et c'est la seule personne à Caldwell qui peut me faire rire assez fort pour que le café me sorte par le nez. Nous sommes amis depuis que nos maris jouaient dans la même équipe de softball de l'église il y a 20 ans. Je lui ai tout raconté, le dîner, le silence, le groupe de discussion. Ruth a écouté sans m'interrompre, ce qui, pour Ruth, est pratiquement un acte divin. Quand j'ai eu fini, elle a dit une seule phrase. Ma chérie, ces enfants ne planifient pas ton avenir. Ils planifient tes funérailles. Ça m'a frappé comme une gifle. Non pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était exact. Et une fois que Ruth l'a dit, je ne pouvais plus ignorer le schéma. Les petites questions qui n'étaient pas si petites que ça. Jocelyn, il y a 2 Noëls, maman, à ton avis, combien vaut la maison maintenant? Le marché est fou. Je pensais qu'elle faisait la conversation. Elle évaluait l'actif. Derek, le Thanksgiving dernier, maman, as-tu mis à jour ton plan de succession? Je veux juste m'assurer que tu es protégé. Je pensais qu'il se souciait de moi. Il vérifiait l'inventaire. Megan savait que j'avais des économies. Elle m'avait vu faire un chèque à l'hôpital quand Oliver avait été opéré. Elle savait que je pouvais faire des chèques à 5 chiffres sans sourciller. Il ne voulait pas prendre soin de moi. Il voulait attendre que je meure. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 3 ans. J'ai ouvert le classeur dans l'ancien bureau de Ray. Le tiroir du bas, celui avec le dossier que je n'avais pas touché depuis la dernière fois que Gerald Whitmore avait mis à jour notre plan de succession. L'onglet disait « Dernier testament ». Je l'ai sorti, je l'ai posé sur le bureau, et je l'ai fixé comme on fixe une porte que l'on sait que l'on va franchir. Puis j'ai de nouveau pris le téléphone. Cette fois, j'ai appelé Gerald. Gerald Whitmore est mon avocat depuis 20 ans. Il a rédigé les testaments de Ray et moi quand Megan était encore au lycée. Il a 63 ans, est chauve comme un œuf, et parle avec des phrases qui semblent déjà avoir été notariées. Je l'ai appelé lundi matin à 8 heures précises. Sa secrétaire a dit qu'il pouvait me voir jeudi. J'ai dit que je serais là à 9 heures. Quand je me suis assise en face de son bureau, il a croisé les mains et a demandé « Qu'est-ce qui a changé ?» L'honnêteté de mes enfants, ai-je répondu. Je lui ai parlé du dîner du dimanche, de l'iPad, des 36 messages. Gerald a écouté sans expression. Les avocats sont doués pour ça. Puis il a sorti un bloc-notes de son tiroir et a cliqué sur son stylo. Florence, selon la loi du Texas, un testament révocable est entièrement sous votre contrôle. Vous pouvez le changer à tout moment, pour n'importe quelle raison, tant que vous êtes saine d'esprit. Vos enfants adultes n'ont aucun droit légal sur votre succession. Pas de part automatique.
Pas d'héritage forcé. Vous n'avez même pas besoin de le leur dire. Je lui ai dit ce que je voulais. Tout. Chaque compte, la maison, le plan de retraite, les économies, à la fondation de l'hôpital pour enfants de Meadowbrook. L'hôpital qui a opéré le cœur d'Oliver il y a 5 ans. L'endroit qui a gardé mon petit-fils en vie quand ses poumons ont oublié comment fonctionner. Gérald a posé son stylo. En êtes-vous sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit depuis le jour où j'ai arrêté de fumer en 1992. Il n'a pas souri, mais quelque chose a bougé derrière ses yeux. J'aurai les nouveaux documents prêts pour vendredi. J'ai conduit jusqu'à la maison les fenêtres baissées. L'air de mars, encore frais, sentait l'herbe coupée et la pluie à venir. Pour la première fois en 8 ans, la maison ne m'a pas semblé vide quand je suis arrivé dans l'allée. Elle m'a semblé mienne. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Aurais-je dû en parler à mes enfants avant de changer le testament, leur donner une chance de se racheter? Je me suis posé la question aussi. J'y ai réfléchi toute une soirée. Mais ensuite, je me suis souvenu de ces 36 messages dans le chat, fratrie seulement. Le plan était déjà fait. La performance était déjà répétée. Mon dîner du dimanche n'a jamais été une conversation. C'était un script qu'ils avaient écrit sans moi. Donc, non, je ne leur devais pas d'avertissement. Si cette histoire vous touche de près, cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous avez déjà dû vous protéger des personnes qui étaient censées vous protéger, racontez-le-moi dans les commentaires. Nous ne faisons que commencer. Ce vendredi-là, je suis allé au bureau de Gérald à 8h45. Je portais un chemisier bleu que Ray avait toujours aimé et une paire de boucles d'oreilles que j'avais achetées à une foire artisanale en 1997. Je ne sais pas pourquoi ces détails comptent. Peut-être parce que je voulais me sentir moi-même, la vraie version, pas celle que mes enfants avaient réduite à « maman » et « distributeur de billets ». Gérald avait tout préparé. 2 témoins, sa secrétaire Diane et son comptable Paul, étaient assis de part et d'autre de la table de conférence. Un notaire attendait dans un coin avec son tampon et son sceau. Gérald a lu la clause principale à voix haute. Moi, Florence Saint-Semers, saine d'esprit, révoque par la présente tous les testaments et codicilles antérieurs. Je lègue l'intégralité de ma succession, y compris tous les comptes d'épargne, les fonds de retraite et les biens immobiliers situés au 412 Penn Street, Caldwell, Texas, à la fondation de l'hôpital pour enfants de Meadowbrook, afin qu'elle soit utilisée pour financer les soins cardiaques pédiatriques. La pièce était silencieuse. Le stylo de Diane s'est arrêté de bouger. Paul m'a regardé par-dessus ses lunettes. Je pense qu'ils s'attendaient tous les deux à ce que j'hésite. J'ai signé de mon nom, de la même manière que j'avais signé 31 ans de bulletin scolaire. D'une main ferme. Gérald a ajouté une dernière couche. Florence, je voudrais également programmer une évaluation de compétences mentales. Un médecin indépendant, documenté et daté. Si quelqu'un conteste ce testament à l'avenir, cette évaluation ferme la porte avant même qu'elle ne s'ouvre. J'ai accepté. Si mes enfants voulaient prétendre que j'étais confuse, je voulais les papiers pour prouver le contraire. Nous avons terminé en 40 minutes. Gérald m'a raccompagné à la porte et m'a serré la main. Votre testament n'est pas seulement valide, Florence. Il est à toute épreuve. Je suis allé à ma voiture, je me suis assise au volant, et j'ai regardé l'agence de voyage de l'autre côté de la rue. Une affiche dans la vitrine montrait un glacier, en Alaska. Je n'avais pas réservé de voyage pour moi-même depuis 43 ans. 2 semaines plus tard, Jocelyn m'a invité à un brunch. Chez elle, la grande maison coloniale dans le joli quartier résidentiel à 1h30 au nord de Caldwell. Volet blanc, pelouse paysagée, une sonnette avec caméra qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. J'y suis allé, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que je voulais voir ce qu'elle ferait maintenant que le script avait été joué et que le dîner du dimanche était derrière nous. Elle a fait un spectacle. La table de la salle à manger était dressée avec des serviettes en tissu. Brad portait un polo. Le couple de voisins, les Henning, avait été invité. Des témoins, bien qu'ils ne le sachent pas. Au milieu de la quiche, Jocelyn a posé sa fourchette et m'a souri. Le genre de sourire qui demande de l'entraînement. Maman, Brad et moi avons discuté. Nous voulons aménager une suite au sous-sol pour toi, pour quand tu seras plus âgé, n'est-ce pas, Brad? Brad a hoché la tête.
Ses yeux se sont tournés vers la fenêtre. J'ai regardé ma fille, la jeune fille qui avait remporté le championnat de débat de l'État. La femme qui avait tapé, laissez-la se débrouiller, dans un groupe de discussion et appuyé sur envoyer. Elle était en train de monter un dossier, là, à la table du brunch, devant des voisins qui se souviendraient de l'offre. Si jamais quelque chose était remis en question, si le testament était un jour contesté, Jocelyn aurait des gens qui pourraient dire qu'elle avait offert une chambre à sa mère. Qu'elle avait essayé. J'ai siroté mon café. C'est gentil de votre part de le mentionner, Jocelyn. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas discuté. Je ne l'ai pas confronté. J'ai fini ma quiche, j'ai complimenté les énigmes sur leur roseraie, et je suis rentré. Quand je suis revenu sur la rue Pan, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cherché des vols pour Anchorage, en Alaska. Départ, dans 2 semaines. 2 billets. Je n'ai parlé de ce voyage à personne. Ni à Jocelyn, ni à Derek, ni à Megan. La seule personne qui savait, c'était Ruth, parce qu'elle venait avec moi. L'appel est arrivé un mardi soir. Le nom de Derek à l'écran. Mon fils n'appelle pas le mardi. Mon fils appelle à peine, tout court. Salut, maman. Comment vas-tu? Bien, Derek. Mieux que bien. 30 secondes de banalité. Le temps à Austin. Un projet au travail. Puis sa voix a changé, très légèrement. Comme une voiture qui change de vitesse avant d'accélérer. Maman, j'ai réfléchi. As-tu envisagé de créer une fiducie pour que les choses soient plus faciles pour tout le monde plus tard? Le voilà. Il n'a pas demandé ce que le médecin avait dit à mon bilan. Il n'a pas demandé si j'avais besoin de quelque chose. Il n'a pas demandé si je me sentais seul. Il a posé des questions sur l'architecture de la succession. J'ai déjà un plan de succession, Derek. Mon avocat s'en occupe. Une pause. 3 secondes. Puis, d'accord, ne laisse personne te convaincre de faire des choses bizarres. J'ai laissé cette phrase en suspens. Personne ne signifiait pas un étranger. Ça ne signifiait pas un escroc. Ça signifiait, ne laisse personne te convaincre de laisser ton argent là où nous ne pouvons pas l'atteindre. Bonne nuit, Derek. Nuit, maman. J'ai raccroché et je me suis assise au bord de mon lit. Ma valise était ouverte sur la couette, à moitié remplie pour l'Alaska. Des pulls, des chaussures de randonnée, la veste imperméable que j'avais achetée au magasin d'usine, le premier vêtement que j'avais acheté pour un voyage depuis plus d'une décennie. J'ai pensé à Derek à 12 ans, assis sur le sol du garage entouré de pièces de tondeuse à gazon, de la graisse sur le front, souriant comme s'il venait de découvrir la lune. J'ai pensé à Derek à 39 ans, appelant sa mère un mardi pour poser des questions sur les structures de fiducie. Le même garçon, une monnaie différente. J'ai fermé la valise. Basile a sauté du lit et s'est dirigé vers la cuisine. Dehors, un moqueur chantait sa dernière chanson avant la nuit. Demain, je partais. Ruth et moi sommes partis pour l'aéroport à 5 heures du matin. J'avais pris des dispositions avec les Garcia, nos voisins, pour nourrir Basile et arroser le jardin. J'ai laissé une cocotte au congélateur, sans raison particulière. De vieilles habitudes. Avant de sortir de l'allée, j'ai envoyé un texto au groupe de discussion de la famille. Le vrai, celui où j'étais incluse. Je serai en voyage pendant un certain temps. Ruth est avec moi. Je vous donnerai des nouvelles quand je pourrai. Jocelyn a répondu en moins d'1 minute. En voyage où? Pour combien de temps? Je n'ai pas répondu. Derek, un emoji pouce en l'air. Rien d'autre. Megan, fais attention, maman, avec un cœur rouge. Le seul message qui semblait venir d'une personne plutôt que d'une posture. Dans l'avion, j'étais assise près du hublot. Ruth s'est endormie avant le décollage, la bouche ouverte, son coussin de voyage déjà de travers. J'ai regardé à travers le verre ovale le Texas se réduire à des carrés bruns et des bandes vertes. J'ai vu les rivières devenir des fils. J'ai vu ma ville disparaître. Pour la première fois en 43 ans, personne n'avait besoin que je sois quelque part. Pas de réveil pour l'école. Pas de rendez-vous pour Ray. Pas d'heure de récupération pour Oliver, pas de plan de cours, pas de liste de courses, pas d'appel à retourner. L'Alaska était énorme. Il n'y a pas d'autre mot.
Nous avons pris un bateau à travers Glacier Bay et je suis resté sur le pont supérieur pendant qu'un mur de glace de la couleur du dentifrice s'effondrait dans l'océan. Le son était comme un tonnerre au ralenti. Une baleine à bosse a fait surface si près que je pouvais voir les balanes sur sa mâchoire. Ruth s'est tournée vers moi et a dit, « Tu sais, Florence, tu as l'air d'avoir 10 ans de moins. » J'ai ri. C'était le premier vrai rire, celui qui vient du fond et ne demande pas la permission, depuis des mois. Je visiterai 3 pays en 6 mois. Je mangerai des plats que je ne pouvais pas prononcer. Et je ne répondrai pas à mon téléphone, pas une seule fois. C'est au Portugal que ça m'a frappé. Ruth et moi étions assises à un café à Lisbonne, le genre avec des chaises en fer, de minuscules tasses et une vue sur un fleuve qui se fiche de vos problèmes. J'avais une carte postale devant moi. Pas pour Jocelyn, pas pour Derek, pas pour Megan. J'écrivais à l'hôpital pour enfants de Meadowbrook. Cher directeur. Je vous écris pour vous remercier d'avoir sauvé la vie de mon petit-fils il y a 5 ans. Il s'appelle Oliver. Il avait 2 ans lorsque son cœur a cessé de faire ce que les cœurs sont censés faire. Vos chirurgiens nous l'ont rendu. J'ai l'intention de m'assurer que vous puissiez rendre d'autres enfants à leur famille. Également. Je l'ai scellé et je l'ai déposé dans une boîte aux lettres rouges vives dans une rue pavée à 6000 miles de chez moi. Cette carte postale portait une promesse que je formais depuis le jour où j'avais lu ces 36 messages textes. Mais l'écrire, mettre de l'encre sur du papier, l'a rendu réel d'une manière que les documents juridiques n'avaient pas fait. J'ai pensé à Oliver à 2 ans, les lèvres bleues, des fils partout, une machine respirant pour lui parce que ses propres poumons avaient abandonné la partie. J'ai pensé au chirurgien, le docteur Kamura, qui se tenait dans le couloir à 1h du matin et m'a dit, d'une voix calme mais gentille, qu'Oliver allait s'en sortir. C'est moi qui étais dans ce couloir. Pas Jocelyn, pas Derek, pas même Megan, qui était recroquevillée sur une chaise dans la salle d'attente, trop effrayée pour se lever. C'est moi qui ai serré la main du docteur Kamura et lui ai dit, merci d'avoir gardé ma famille unie. Oliver est en vie parce que des étrangers ont donné de l'argent à un hôpital qu'il ne visiterait jamais. J'ai décidé d'être l'un de ces étrangers, juste avec une plus grosse enveloppe. J'ai posté cette lettre de Lisbonne. Je ne le savais pas à l'époque, mais elle arriverait au Texas avant moi. J'ai passé exactement un appel téléphonique au sujet de ma succession pendant les 6 mois entiers. C'était depuis une chambre d'hôtel à Kingston, en Nouvelle-Zélande, à 2h du matin, heure locale, ce qui faisait environ 8h du matin au Texas. Gérald a décroché à la 2e sonnerie. Florence, comment va l'hémisphère sud? Magnifique. Gérald, j'appelle au sujet du dossier. Il avait été occupé pendant mon absence. L'évaluation de la compétence mentale était terminée. Le docteur Helen Patterson, une psychiatre certifiée de Bryan, m'avait examiné 2 jours avant que je signe le testament. Son rapport faisait 12 pages et concluait, dans un langage si clinique qu'il en était presque ennuyeux, que j'étais pleinement orienté, cognitivement intact, et que je prenais des décisions conformes à mes valeurs déclarées et à mon histoire de vie. Gérald avait également préparé un mémorandum d'intention, une lettre de 2 pages rédigée dans mes propres mots, expliquant pourquoi j'avais changé le testament. Non pas par colère, non pas comme une punition, mais parce que je voulais que les économies de ma vie aillent à l'endroit qui avait déjà prouvé qu'il protégerait ma famille quand ma famille ne se protégerait pas elle-même. S'ils contestent, a dit Gérald, la première chose qu'ils prétendront, c'est que vous n'étiez pas dans votre bon esprit. L'évaluation du docteur Patterson ferme cette porte. Le mémorandum ferme la fenêtre. Et le fait que vous m'ayez consulté de manière indépendante, sans la présence d'un tiers, ferme tout le reste. Est-ce que c'est déjà arrivé dans votre pratique? 3 fois cette année seulement. Des parents qui changent leur testament après que leurs enfants ont montré leur vrai visage. Chaque contestation a été rejetée. Florence, les tribunaux sont très clairs à ce sujet. La liberté testamentaire est quasi absolue au Texas. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. J'ai marché jusqu'au bord d'une falaise surplombant le Pacifique, l'eau sombre, les étoiles blanches, un vent qui sentait le sel et l'eucalyptus. Je suis resté là pendant 10 minutes, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais libre. Je suis rentré en septembre. Le magnolia avait perdu ses premières feuilles plus tôt que prévu. Basile était gros, les garcias l'avaient clairement trop nourri, et le jardin avait quelques mauvaises herbes, mais les tomates produisaient encore. J'en ai cueilli 6 sur la vigne avant même de déverrouiller la porte. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé.
De la poussière sur les cadres. Les lunettes de lecture deraient toujours sur la table de nuit où je les garde toujours. Ma tasse de café dans l'égouttoir, exactement là où elle séchait depuis 6 mois. J'ai passé ma première journée à la maison à accrocher des photographies. Le glacier de Glacier Bay, les toits de tuiles de Lisbonne, un phare perché au bord de la côte néo-zélandaise comme s'il mettait l'océan au défi. Je les ai mises dans des cadres que j'avais achetés dans une boutique de l'Algarve, des cadres en bois peints à la main avec de minuscules poissons bleus. J'ai appelé les 3 enfants ce soir-là. Jocelyn, oh, bien. On commençait à se demander. Elle n'a pas demandé où j'étais allé. Derek, cool. Un mot. C'était le message de bienvenue de mon fils. Megan, bon retour, maman. Oliver s'est ennuyé de toi. Elle était la seule qui semblait le penser. Je suis allé me coucher ce soir-là et j'ai fixé le plafond dans le noir. 6 mois. J'étais parti pendant une demi-année. Personne n'a vérifié la maison. Personne n'a proposé de venir me chercher à l'aéroport. Personne n'a demandé si j'avais dîné. La clé de secours était toujours sous le même pot de fleurs, intacte, tout comme mon absence l'avait été. Mais autre chose était vraie aussi. J'avais dormi dans 13 hôtels, mangé de la nourriture que je ne savais pas épeler, regardé le coucher de soleil sur 3 océans différents, et j'avais fait tout cela avec l'argent que j'avais gagné une année scolaire à la fois. J'ai fermé les yeux. J'étais à la maison depuis exactement 11 jours quand les appels ont commencé. Ma tante Patty a eu 78 ans en octobre. La fête avait lieu chez sa fille Linda. Environ 20 par an, un gâteau de la boulangerie du HEB, et assez de salade de pommes de terre pour remplir une baignoire. Linda est ma cousine. Elle a 55 ans, est douce comme un agneau, et est physiquement incapable de garder une information pour elle. Une fois, elle a raconté à la moitié de l'église la prothèse de hanche d'un voisin avant même que le voisin ne se soit réveillé de l'anesthésie. J'étais près du bol de punch quand Linda s'est approchée, a baissé la voix à ce qu'elle considérait comme un murmure, ce qui pour Linda portait encore à environ 15 pieds, et a dit, « Florence. J'ai entendu dire par quelqu'un du bureau de Gérald que tu as fait de grands changements à ta succession. Est-ce que tout va bien ?» J'ai senti l'air dans la pièce changer. Pas de façon dramatique, pas comme dans les films, plus comme le bourdonnement d'un réfrigérateur qui s'arrête. Un silence que l'on ne remarque que parce que quelque chose était là avant. Tout est exactement comme je le veux, Linda. Elle m'a tapoté le bras. Oh, je ne voulais pas être indiscrète. J'ai juste trouvé ça intéressant, c'est tout. Mais je l'avais déjà vu. À 3 mètres à ma gauche, près de la cheminée, Jocelyn se tenait avec une assiette en carton. Sa fourchette était à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux étaient sur moi, sans cligner. Elle avait entendu chaque mot. Je me suis excusé 10 minutes plus tard, j'ai dit à tante Patty que j'avais mal à la tête, je lui ai embrassé la joue, et je suis allé à ma voiture. Le moteur se réchauffait encore quand mon téléphone a vibré 2 fois dans mon sac à main. Je n'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce qui se passait. Jocelyn appelait Derek. Derek appelait Megan. Le chat, fratrie seulement, s'illuminait comme un standard téléphonique. J'ai conduit jusqu'à la maison, j'ai verrouillé la porte, j'ai éteint le téléphone. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais une dernière nuit tranquille avant la tempête. Jocelyn s'est mise au travail. Pas son travail de jour, son autre talent, celui qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance, l'extraction d'informations déguisées en inquiétude. Elle a d'abord appelé le bureau de Gérald lundi matin. Sa secrétaire, Diane, a répondu. J'appelle au sujet des documents de succession de ma mère, Florence Summers. Je voudrais examiner les récents changements. Diane, qui était la gardienne de Gérald depuis 22 ans, n'a pas bronché. Je ne suis pas autorisé à discuter de la planification successorale de mes clients. Vous pouvez demander à votre mère de nous contacter directement. Jocelyn a raccroché, a appelé la banque, a demandé l'activité du compte de Florence Summers. Le caissier a demandé les 4 derniers chiffres du numéro de sécurité sociale. Jocelyn ne les avait pas. L'appel s'est terminé. Elle a rappelé Linda, a insisté. Linda, qui te l'a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Linda ne connaissait que 2 mots, grand changement. Elle ne pouvait rien confirmer de précis. Pour une fois, ses ragots étaient inutilement vagues. Mardi soir, Jocelyn avait appelé ses 2 frères et sœurs.
Elle a changé le testament, a dit Jocelyn à Mégane. Sa voix était plate et tendue, comme un fil sur le point de casser. Elle a changé qui hérite, Mégane. Peut-être qu'elle l'a juste mis à jour, ajouté une clause caritative ou quelque chose. Non, Mégane, elle a changé qui hérite. Je le sens. Elle a ensuite appelé Derek. Derek, qui avait 85 000 € de dette de carte de crédit et de prêt automobile que personne dans la famille ne connaissait, est resté silencieux pendant un long moment. Changer comment, a-t-il finalement demandé. Ce soir-là, Jocelyn l'a dit à Brad. Et Brad, qui avait passé 2 ans à supposer que l'héritage était une quasi-certitude, a dit quelque chose que Jocelyn n'attendait pas, si elle t'a déshérité, nous devons parler à un avocat. Jocelyn s'est assise à son îlot de cuisine et a fixé le comptoir en granit qu'elle avait prévu de remplacer avec l'argent de sa mère. Pour la première fois, elle avait peur. Pas de me perdre, de perdre la face. Les messages vocaux ont commencé un mercredi. Jour 1. 28 messages. Jocelyn a commencé en douceur. Maman, je pense qu'il y a eu un malentendu. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler? Rappelle-moi. L'après-midi, son ton s'est durci. Maman, décroche. C'est important. Je ne vais pas continuer à appeler un téléphone vide. Vers 21h ce soir-là, Derek s'est joint à la fête. Maman, Jocelyn m'a raconté des choses. Est-ce que c'est vrai? Appelle-moi, d'accord? Mégane, en dernier, la voix tremblante. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai peur. Jour 2. 30 messages. Jocelyn a abandonné la douceur. Maman, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes tes enfants. Comprends-tu ce que tu fais? Derek, avec un nouveau ton. Maman, ce n'est pas juste. Nous ne t'avons jamais rien fait. Tu vas le regretter. Et puis, à 23h, Jocelyn a laissé un message vocal qui m'a fait poser ma tasse de thé. Sais-tu ce que papa penserait? Il aurait honte de toi. J'ai écouté celui-là 2 fois. Non pas parce qu'il faisait mal, bien que ce soit le cas. Mais parce qu'il me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma fille. Elle n'était pas en deuil. Elle négociait. Et elle venait d'amener un homme mort à la table comme levier. Jour 3. 29 messages. Jocelyn en larmes. Je n'arrive pas à croire que tu ferais ça. Je n'y arrive pas. Derek en colère maintenant. Tu réalises qu'on pourrait t'emmener au tribunal, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux. Et Mégane, à la fin du 3e jour, sa voix à peine plus qu'un murmure. Maman, je veux juste comprendre. 87 messages vocaux en 72 heures. Je les ai tous écoutés. Je n'ai répondu à aucun appel. J'ai noté la date et le résumé de chaque message dans un cahier à lignes, le même genre que j'utilisais pour les plans de cours. Le matin du 4e jour, j'ai mis mon téléphone dans mon sac à main, je suis allé au bureau de Gérald, et je l'ai posé sur son bureau. Jocelyn est venu chez moi un samedi matin. Pas d'appel, pas de texto, juste le crissement des pneus sur le gravier et une portière de voiture qui claque assez fort pour effrayer le moqueur du Magnolia. Elle était encore en tenue de sport, les cheveux attachés, sans maquillage. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi. J'ai ouvert la porte d'entrée, mais je ne me suis pas écarté. Nous pouvons parler sur le porche. Elle est restée debout, les bras croisés. Sa mâchoire était serrée comme avant un tour de débat. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de juge à impressionner. Maman, je sais que tu as changé le testament. Tu dois le rechanger. Nous sommes ta famille. Tu as dit à ton frère et à ta sœur de ne pas s'occuper de moi. C'est par écrit. La couleur a quitté son visage. Pas lentement. D'un seul coup, comme si quelqu'un avait tiré une prise. C'était sorti de son contexte. On se défoulait juste. Se défouler n'inclut pas la phrase vendre la maison et partager. Elle a changé de tactique, comme elle le fait toujours. Une vie de débat de compétition lui a appris à pivoter lorsque le premier argument s'effondre. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis ta fille. Est-ce que je ne compte pour rien pour toi? Tu comptes pour tout pour moi. C'est pourquoi ça fait si mal. Mais je ne changerai pas d'avis. Elle s'est levée. Ses yeux étaient rouges mais secs maintenant. Les larmes avaient été stratégiques, et nous le savions toutes les deux.
Tu le regretteras. J'ai passé 68 ans sans regret, Jocelyn. Je ne vais pas commencer maintenant. Elle est allée à sa voiture. Les pneus ont fait gicler le gravier en partant. Une voisine de l'autre côté de la rue a levé les yeux de son jardin. J'ai fait un signe de la main. Elle m'a répondu. Je suis rentré. Mes mains tremblaient. La première fois qu'elle le faisait depuis que j'avais signé le testament, mais j'ai versé une tasse de thé, je me suis assise à la table de la cuisine, et je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Je savais que Jocelyn ne s'arrêterait pas là. Quand vous dites non à quelqu'un pour la première fois après une vie de oui, il n'entend pas une limite. Il entend un dysfonctionnement. Quelque chose doit être cassé. Quelque chose doit être réparé. Et ils continueront à insister jusqu'à ce qu'ils trouvent la version de vous qui plie encore. Mais cette version de moi était partie. Elle est partie quelque part entre la lecture de ces 36 messages et la signature de son nom sur un Nouveau Testament. Si vous savez ce que c'est que de tenir bon quand les personnes les plus proches de vous essaient de vous faire bouger, abonnez-vous et activez les notifications. Parce que la prochaine partie de cette histoire est la raison pour laquelle je suis entré dans le bureau de mon avocat avec un téléphone rempli de messages vocaux. Et ces 4 mots que Gérald a dit, ils ont tout changé. Gérald était déjà à son bureau quand je suis arrivé. Café dans une tasse en céramique qui disait « Le meilleur avocat du monde ». Un cadeau de sa fille, m'avait-il dit un jour. Il m'a jeté un regard et a dit « Asseyez-vous ». J'ai posé mon téléphone sur son bureau. Écran vers le haut. Haut-parleur activé. J'ai appuyé sur lecture. Message vocal. Numéro 1, Jocelyn. Douce. Maman, je pense qu'il y a eu un malentendu. Gérald a écouté. Numéro 3, Derek. Est-ce que c'est vrai? Numéro 7, Jocelyn. Plus sèche. Tu ne peux pas nous faire ça. Numéro 11, Jocelyn à 23h. Papa aurait honte de toi. Gérald a levé une main. Il a enlevé ses lunettes de lecture, les a posées sur le bureau, et m'a regardé. 4 mots. Ils n'ont aucun droit. Il a laissé cela s'installer. Puis il a continué, sa voix calme et égale, comme un homme qui a dit la même vérité assez de fois pour la connaître par cœur. Florence, dans l'État du Texas, un testament révocable est l'instrument exclusif du testateur. Vos enfants adultes ne sont pas des héritiers réservataires. Ils n'ont aucun droit statutaire à un seul euro de votre succession. Pour contester, ils devraient prouver une influence indue. Mais vous êtes venu me voir seul, de votre propre initiative, ou une incapacité testamentaire, mais vous avez une évaluation psychiatrique de 12 pages datée de 2 jours avant la signature, ou une fraude, ce qui n'existe pas ici. Il a tapé sur le téléphone. Ces messages vocaux aident votre cas. Ils démontrent que leur objection est financière, pas relationnelle. Aucun de ces messages ne demande comment vous allez. Aucun ne demande si vous avez besoin de quelque chose. Chacun concerne l'argent. Il a fait une pause. Je peux envoyer une lettre formelle aux 3, en recommandé, confirmant que le testament est exécuté, valide et définitif, et demandant qu'il cesse tout contact harcelant. Envoyez-la, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. C'est fait. J'ai pris mon téléphone. L'écran affichait 43 appels manqués. Je n'ai rien ressenti. Les lettres sont parties un lundi. En recommandé. Accusé de réception demandée. Des enveloppes blanches, le nom du cabinet de Gérald en relief dans le coin, le genre de papier qui semble plus lourd qu'il ne l'est. Chaque lettre disait la même chose. Florence Hélène Semers a exécuté un nouveau dernier testament, dûment attesté, notarié, et accompagné d'une évaluation de compétences mentales documentée. Le contenu du testament est privé et définitif. Tout contact ultérieur de nature coercitive, menaçante ou harcelante sera documenté et pourra être signalé aux autorités compétentes. Jocelyn a reçu la sienne le mercredi. Brad m'a raconté plus tard, bien plus tard, ce qui s'est passé. Elle l'a ouverte à l'îlot de la cuisine. L'a lu une fois, l'a relue. Puis elle l'a claqué sur le comptoir en granit et a dit un mot que je ne répéterai pas dans cette histoire. Brad l'a ramassé, l'a lu lui-même, et est sorti de la pièce sans rien dire. Derek a reçu la sienne le jeudi. Il s'est assis dans son appartement à Austin, a ouvert son ordinateur portable, et a tapé « Contester testament Texas » dans un moteur de recherche. Il a lu pendant 1 heure.
Puis il a fermé l'ordinateur portable et a fixé le mur. Mégane a reçu la sienne le vendredi. Elle a appelé Jocelyn en pleurant. La réponse de Jocelyn. Elle essaie de nous faire peur. On n'abandonne pas, mais Jocelyn a fait une dernière chose. Elle a appelé un avocat spécialisé en succession à Houston, a payé 350 € pour une première consultation. L'avocat a examiné les faits, conseil indépendant, évaluation de compétences, mémorandum d'intention, et a dit quelque chose que Gérald aurait pu lui dire gratuitement. Madame, je serais heureux de prendre votre argent, mais vous ne gagnerez pas cette affaire. Après cela, les messages vocaux se sont arrêtés. Les textos se sont arrêtés. Pendant 2 semaines, mon téléphone est resté silencieux, et le silence était plus assourdissant que 87 messages ne l'avaient jamais été. Puis est arrivé Thanksgiving. Jocelyn a organisé une réunion de famille sans moi, naturellement, 3 semaines avant Thanksgiving. Je le sais parce que Mégane me l'a raconté bien plus tard, quand elle était prête à commencer à dire la vérité. Le plan était simple. Thanksgiving chez Jocelyn. Dinde, purée de pommes de terre, toute la production. Inviter maman. Elle vient toujours. Elle entrera dans une pièce pleine de famille, ils la feront s'asseoir, avec amour bien sûr, et lui expliqueront qu'elle fait une erreur. Jocelyn a attribué les rôles comme un metteur en scène. Elle ouvrirait avec émotion. Maman, nous t'aimons. Nous sommes désolés. Nous aurions dû gérer les choses différemment. Brad suivrait avec la logique, une série de points préparés sur les raisons pour lesquelles laisser sa succession à des étrangers au lieu de sa famille était financièrement et moralement mal avisé. Derek jouerait le rôle du deuxième enfant discret, hochant la tête au bon moment. Mégane serait celle qui conclurait, l'émotive, celle avec la carte du petit enfant. Et si elle dit non, a demandé Derek. Alors nous lui dirons qu'elle fait une erreur et qu'elle va mourir seule. Mégane a hésité. Je ne veux pas me liguer contre elle. Ce n'est pas se liguer, a dit Jocelyn. C'est une intervention, pour son propre bien. Ils l'ont répété. Ils l'ont vraiment répété. Les points de discussion, les moments d'émotion, même la disposition des sièges. Florence s'assiérait au bout de la table, flanquée de Jocelyn et Brad, Derek et sa femme à l'autre bout, Mégane et Tyler près de la cuisine au cas où Oliver devrait être sorti. Personne ne m'a appelé pour me demander si je venais. Ils ont supposé que je le ferais, parce que je l'avais toujours fait. Ils ont tout planifié, le menu, le timing, le script. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qui j'amènerais avec moi, ou ce que je porterais dans mon sac, ou le fait que j'avais déjà mon propre plan, et qu'il n'impliquait pas de dire un seul mot. Ruth savait avant même que je ne le lui dise. Elle s'est pointée sur mon porche 2 jours avant Thanksgiving avec une bouteille de vin et un regard qui disait qu'elle avait déjà cartographié le terrain. Tu sais ce qu'il prévoit, n'est-ce pas? Bien sûr. Et tu y vas quand même? J'y vais, non pas parce qu'ils veulent que je sois là, mais parce que je veux clore ce chapitre. Ruth s'est assise, a versé 2 verres. Alors nous y allons ensemble. J'ai passé les 2 jours suivants à me préparer. Pas de la nourriture. Jocelyn s'occupait de la dinde. Je m'occupais de quelque chose d'autre. J'ai choisi le pull en cachemire que j'avais acheté à Lisbonne. Gris doux, la couleur d'un brouillard matinal. Je n'avais jamais possédé de cachemire de ma vie. C'était comme porter une seconde peau qui m'allait vraiment. J'ai appelé Gérald. Quelque chose que je devrais savoir? Ne signez rien. Ne promettez rien. S'ils menacent de poursuites judiciaires, dites-leur de contacter mon bureau. Et Florence, vous ne leur devez aucune explication. Les documents parlent d'eux-mêmes. J'ai préparé l'album photo que j'avais assemblé depuis mon retour. Chaque voyage, chaque glacier, chaque rue pavée, chaque coucher de soleil. Portugal, Alaska, Nouvelle-Zélande. Page après page d'une vie que j'avais été trop occupé à sacrifier pour la vivre. Mais c'est la dernière page qui comptait le plus. À gauche, une photographie d'Oliver à 2 ans, couché dans un lit d'hôpital à Meadowbrook, des tubes dans le nez, des fils sur la poitrine, les yeux fermés, sa peau si pâle qu'elle semblait transparente. À droite, Oliver à 7 ans, debout dans mon jardin, tenant une feuille de magnolia de la taille de son visage, riant si fort que ses yeux étaient fermés. J'ai fermé l'album, je l'ai mis dans mon sac, je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain, et j'ai pratiqué la seule chose qui comptait, le silence. Je n'allais pas discuter.
J'allais laisser le silence faire ce que mes mots n'avaient jamais pu faire. Nous sommes arrivés à 13h30. Ruth conduisait. Je tenais l'album sur mes genoux comme un livre de cantiques. Jocelyn a ouvert la porte. Son sourire était parfait, digne d'un magazine, jusqu'à ce qu'elle voie Ruth debout derrière moi sur le porche. Je ne savais pas que tu amenais de la compagnie. Ruth est mon invitée. J'espère que ça ne pose pas de problème. Ce n'était pas une question. Jocelyn le savait. Ruth le savait. Je le savais certainement. Mais les bonnes manières ont leur propre gravité, et Jocelyn s'est écarté. La maison sentait la sauge et le beurre. La table était dressée avec la bonne porcelaine, 12 couverts, des serviettes en tissu, un centre de table de feuilles d'automne et de bougies blanches. Jocelyn avait mis le paquet sur la production. Derek était assis dans le salon avec sa femme Laura, tous deux tenant des verres de vin comme des bouées de sauvetage. Megan se tenait à l'embrasure de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Tyler était appuyé contre le comptoir, silencieux comme toujours. Brad se tenait près de la cheminée, un whisky à la main, avec l'expression d'un homme à qui on a donné un script auquel il ne croyait pas entièrement. Oliver a couru directement dans mes bras. « Mamie Flo !» Je l'ai soulevé, je lui ai embrassé le front, je l'ai reposé. Il a attrapé ma main et m'a tiré vers la table. J'ai fait une dinde avec ma main. Regarde. J'ai regardé. Je lui ai dit que c'était la meilleure dinde-main que j'ai jamais vue. Parce que c'était le cas. Puis j'ai posé l'album photo sur la table basse. Sans l'annoncer. Sans l'expliquer. Je l'ai simplement placé là, à côté d'un bol de noix mélangées, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tout le monde l'a remarqué. Personne n'a posé de questions. Le dîner a commencé. Les banalités tournaient autour de la table comme un oiseau nerveux. Jocelyn n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Brad. Brad n'arrêtait pas de regarder sa montre. La femme de Derek, Laura, a complimenté la purée de pommes de terre 3 fois. Tout le monde attendait que quelqu'un commence. Moi aussi, mais pas pour la même chose. C'est arrivé entre la tarte à la citrouille et le café. Tyler a emmené Oliver dehors pour regarder les lumières de Noël des voisins, installées tôt cette année, mais Oliver s'en fichait. La porte arrière s'est refermée. La pièce s'est contractée. Brad s'est raclé la gorge. Il a posé sa serviette sur la table et m'a regardé comme un homme regarde une feuille de calcul qu'il s'apprête à présenter. Florence, nous voulions parler de vos plans de succession, en famille. J'ai croisé les mains sur mes genoux, sans parler. Jocelyn a repris le fil. Maman, nous savons que tu es contrariée. Nous comprenons, mais donner tout à des étrangers, ce n'est pas ce que papa aurait voulu. Je l'ai regardé, j'ai soutenu son regard. Ne parle pas au nom de ton père. Derek s'est penché en avant. Maman, nous n'essayons pas de nous battre. Nous pensons juste que tu as pris cette décision sous le coup de l'émotion. J'ai pris cette décision après avoir consulté mon avocat, passé une évaluation de compétences mentales, et rédigé un mémorandum d'intention personnelle. Voulez-vous la date et l'heure? Silence. Brad a posé son whisky sur la cheminée. La femme de Derek, Laura, a pincé les lèvres et a fixé son assiette. Personne dans la pièce n'était au courant de l'évaluation de compétences. Le sang-froid de Jocelyn s'est fissuré. Alors c'est ça. Tu vas juste jeter notre héritage par la fenêtre. J'ai laissé passer un battement, puis j'ai dit, ça n'a jamais été votre héritage. C'était mes économies. 43 ans d'économie. La pièce retenait son souffle. Et puis, de l'embrasure de la cuisine, une voix, petite, pas en colère, juste brisée. Megan. Maman, pourquoi l'hôpital? Je n'ai pas répondu avec des mots. Je me suis levé, je suis allé à la table basse, et j'ai ouvert l'album photo à la dernière page. Je l'ai ramené et je l'ai posé devant Megan. Côté gauche, Oliver a 2 ans, lit d'hôpital, fils, yeux fermés. Côté droit, Oliver a 7 ans. Feuille de magnolia, riant. Megan a baissé les yeux. Sa main est allée à sa bouche. La pièce s'est effondrée silencieusement. Les épaules de Megan ont commencé à trembler en premier. Elle n'a pas fait de bruit, et juste restée assise là, les 2 mains pressées sur sa bouche, fixant la photographie de son fils, connectée à des machines qui respiraient pour lui parce que son cœur avait oublié comment faire.
Derek a détourné le regard. Sa mâchoire se contractait comme lorsqu'il essaie de ne pas ressentir quelque chose. Laura a posé sa main sur son bras. Il n'a pas bougé. Brad a posé son verre de whisky lentement, avec précaution, comme si le bruit de son contact avec la cheminée pouvait faire exploser quelque chose. Ses points de discussion étaient toujours dans la poche de sa chemise, pliée en trois. Il ne les a pas sortis. Jocelyn a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Rien n'est sorti, car la photo était la réponse à la seule question qui comptait. Pourquoi l'hôpital? Et la réponse était son neveu, vivant, jouant dans un jardin qu'il avait failli ne jamais voir. J'ai fermé l'album. J'ai regardé la pièce. Mes 3 enfants, leurs conjoints, mon ami, une table pleine de nourriture que plus personne ne mangeait. J'ai dit une phrase. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste assez d'attendre quelque chose qui ne venait jamais. Je me suis levé. Ruth s'est levée à côté de moi. Merci pour le dîner, Jocelyn. La dinde était délicieuse. Je suis allé à la porte, sans me presser, sans la claquer, sans regarder en arrière. Je l'ai ouverte, je l'ai franchie, et je l'ai refermée derrière moi avec le même soin que j'aurais utilisé pour fermer un livre que j'avais fini de lire. Personne ne nous a suivis. Ruth et moi sommes rentrés en silence. L'autoroute était vide. Tout le monde était à l'intérieur, faisant ce que les familles font à Thanksgiving. Quand nous sommes arrivés dans mon allée, Ruth a coupé le moteur et est restée immobile un instant. C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vu quelqu'un faire à une table de salle à manger. J'ai ri. Puis j'ai pleuré. Puis je nous ai fait du thé. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche avec Basile sur mes genoux et une tasse de camomille qui refroidissait dans mes mains. La lune était aux 3/4 pleine, basse au-dessus des pacaniers. Un chien a aboyé quelque part dans le pâté de maison voisin. Puis plus rien. Mon téléphone n'avait pas fait de bruit depuis que j'avais quitté la maison de Jocelyn. Pas de messages vocaux, pas de textos, pas d'appels. Le silence était si complet qu'il avait sa propre texture, épaisse comme une couverture de laine tirée sur toute la ville. Avant de me coucher, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé un nouvel email de l'hôpital pour enfants de Meadowbrook, du bureau de développement. L'objet était « votre lettre de Lisbonne ». Le message était court. La directrice me remerciait pour la lettre. Elle disait que l'hôpital était profondément touché par mes mots au sujet d'Oliver. Elle me demandait si je serais disposé à la rencontrer après la nouvelle année pour discuter des détails de mon don prévu. J'ai tapé une réponse. Je serais honoré. N'importe quand après le 1er janvier. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé dans la chambre. Sur la table de nuit, à côté des lunettes de lecture de Ray, il y a une photo encadrée de notre jour de mariage. Ray en smoking de location. Moi dans une robe que ma mère a cousue à la main. Nous deux, 23 ans, debout sur les marches de l'église baptiste de Caldwell, souriant comme si nous savions quelque chose que le reste du monde ignorait. Ray m'a dit quelque chose la dernière semaine de sa vie. Sa voix avait presque disparu à ce moment-là, juste un râle, en fait, mais il m'a serré la main et a dit, « Flo, promets-moi que tu le dépenseras pour quelque chose qui compte. » J'avais pensé que, quelque chose qui compte, signifiait les enfants. Pendant 8 ans, j'ai porté cette promesse comme une boussole pointant vers Jocelyn, Derek et Megan. Il m'a fallu 68 ans, mais j'ai finalement appris à lire la boussole, n'est-ce pas? J'ai éteint la lumière, et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit. Les retombées ne se sont pas produites d'un coup. Elles se sont infiltrées. Le monde de Jocelyn s'est fissuré en premier. Non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, comme un pare-brise qui se fendit lorsque la pression vient de l'intérieur. Brad a cessé de parler de la rénovation de la cuisine. Il l'a planifiée depuis 2 ans, nouveau comptoir, cave à vin intégrée, armoire sur mesure. Le budget supposait un certain chiffre que Jocelyn lui avait assuré arriverait. Un héritage qu'elle avait décrit comme « pratiquement garanti ». Lorsque la garantie s'est évaporée, la confiance aussi. Pas le type juridique, le genre qui maintient un mariage. « Tu m'as dit que ta mère t'adorait », a dit Brad un soir. Jocelyn l'a raconté à Megan plus tard, lorsque les choses entre les sœurs ont finalement changé. En fait, elle était juste celle qui était toujours là. Brad a déménagé dans la chambre d'amis. Pas de façon permanente, pas encore, mais la distance était réelle. Dans le cercle social de Jocelyn,
Les nouvelles se sont propagées comme elles le font toujours dans les banlieues, par les clubs de lecture, les matchs de tennis et les lignes de ramassage scolaire. Quelqu'un l'a appris de Linda. Linda l'a appris de quelqu'un à l'église. En un mois, la version polie de l'histoire avait fait le tour. Florence Semers a changé son testament, et Jocelyn n'y figurait pas. Les questions que Jocelyn redoutait sont venues à voix basse, autour d'un café au lait. « Est-ce que tout va bien avec ta mère ?» Personne n'a demandé « Que as-tu fait ?» Mais personne n'en avait besoin. Florence Semers était la femme qui avait appris à lire à la moitié des enfants de Caldwell. Elle ne prenait pas de décisions irréfléchies. Jocelyn a essayé de contrôler le récit. « Maman n'est pas bien », a-t-elle dit à quelques personnes. Elle a été influencée par sa voisine. Mais Ruth, qui faisait du bénévolat à la bibliothèque, chantait dans la chorale de l'église, et avait plus d'amis à Caldwell que le Magnolia n'avait de feuilles, n'avait qu'à se présenter au service du dimanche, en bonne santé et vive d'esprit, pour que cette histoire s'effondre. Le deuxième avocat que Jocelyn a consulté a dit la même chose que le premier. Je vous conseille fortement de ne pas poursuivre cette affaire. L'effondrement de Derek a été plus silencieux, mais plus profond. L'héritage avait été son plan de sortie, non pas émotionnellement, mais financièrement. 85 000 € de dette, répartis entre 3 cartes de crédit et un prêt automobile qu'il avait contracté pour acheter un camion qu'il ne pouvait pas se permettre. Il payait les minimums depuis 2 ans, se maintenant à flot avec la confiance tranquille d'un homme qui croyait qu'un canot de sauvetage arrivait. Le canot de sauvetage a coulé à une table de dîner de Thanksgiving. Sa femme Laura a remarqué le changement en premier. Derek a cessé de dormir. Il vérifiait son application bancaire 4, 5, 6 fois par jour. Il s'est emporté contre elle pour un reçu d'épicerie. Un soir de décembre, Laura s'est assise au bord de leur lit et a prononcé la phrase qui a fait céder le barrage. « Pourquoi te soucies-tu autant du testament de ta mère ?» Derek n'a rien dit pendant un long moment. Puis il a ouvert son téléphone, a sorti une feuille de calcul qu'il cachait dans une application protégée par mot de passe, et a tourné l'écran vers elle. Laura a regardé les chiffres. Puis elle l'a regardé. « Tu me mens depuis 3 ans, et tu t'attendais à ce que ta mère te tire d'affaire ?» Derek n'a pas discuté. Il ne le pouvait pas. La feuille de calcul était la vérité. Et la vérité était plus laide que n'importe quel message vocal qu'il avait jamais laissé sur mon téléphone. Ils ne se sont pas séparés. Pas exactement, mais quelque chose entre eux s'est refroidi. Comme une pièce se refroidit quand quelqu'un ouvre une fenêtre en janvier et ne prend pas la peine de la fermer. Derek a commencé à vendre des choses. Le camion est parti en premier, puis la montre qu'il s'était achetée pour son 35e anniversaire. Il s'est inscrit à un programme de gestion de la dette. Il ne m'a pas appelé. Je ne m'y attendais pas. Pas encore. Derek avait toujours été celui qui avait besoin de temps pour démonter les choses avant de pouvoir comprendre comment elles fonctionnaient. Même enfant, il ne lisait jamais le manuel en premier. Megan a appelé 2 semaines après Thanksgiving. J'étais dans la cuisine en train d'arroser le cactus de Noël que Ray m'avait offert l'année avant sa mort. Il fleurit chaque décembre, rose et insistant, comme s'il essayait de me rappeler que certaines choses reviennent. Le téléphone a sonné, le nom de Megan à l'écran. J'ai décroché mais je n'ai pas parlé la première. Maman. Sa voix était stable mais à peine, comme un fil tendu. Je n'appelle pas pour te demander de changer quoi que ce soit. J'ai attendu. J'appelle pour te dire que je suis désolé. Je me suis assise à la table de la cuisine. Basile a sauté sur mes genoux et je l'ai laissé rester. J'ai vu ses photos, maman. Oliver? Il est en vie grâce à cet hôpital. Et je suis resté dans la cuisine de Jocelyn et je les ai laissés prévoir de te faire pression. Je les ai regardés répéter des points de discussion pour te convaincre de reprendre la seule chose qui sauverait d'autres enfants comme mon fils. J'ai honte de moi. Je sais, Megan. J'aurais dû être la première à dire, je m'occuperai de toi à ce dîner du dimanche. J'aurais dû le dire en premier et je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que j'avais peur de Jocelyn. J'avais plus peur de la perdre que de te perdre. Et je suis désolé pour ça. Je le sais aussi. Un long silence. Pas le genre qui a rempli la pièce à Thanksgiving. Un genre différent. Celui qui se produit lorsque 2 personnes se tiennent de part et d'autre d'un pont, décidant de traverser ou non. Est-ce que je peux venir te voir ce week-end? Juste moi et Oliver.
J'aimerais bien. Je n'ai rien promis. Je n'ai changé aucun document. Je n'ai pas dit, je te pardonne. Parce que le pardon n'est pas un mot que l'on donne à quelqu'un comme un cadeau. C'est quelque chose qu'il mérite en se présentant encore et encore, jusqu'à ce que le fait de se présenter devienne l'excuse. Mais j'ai laissé la porte ouverte. Ce samedi-là, Megan et Oliver se sont assis à ma table de cuisine. Oliver m'a dessiné une baleine. D'Alaska, a-t-il dit, même s'il n'y était jamais allé. Je l'ai accroché au frigo. En janvier, je suis allé à Meadowbrook. L'hôpital est à 40 minutes au nord de Caldwell, un bâtiment en briques avec un atrium en verre et un parking rempli de monospaces. J'y étais allé une fois auparavant, il y a 5 ans, quand Oliver avait été poussé à travers des portes doubles et que je m'étais tenu dans le couloir, comptant les dalles du plafond pour ne pas crier. Cette fois, je suis entré par l'entrée principale, avec mon pull de Lisbonne et une paire de bottes que j'avais achetées en Nouvelle-Zélande. Une femme nommée Dr Claire Ansley, la directrice de la fondation de développement de l'hôpital, m'a accueilli dans le hall. Elle m'a fait visiter l'unité de cardiologie pédiatrique, les salles de réveil avec des peintures murales d'animaux réalisées par des étudiants en arts locaux, une salle de jeux remplie de livres et de Lego. Où des enfants qui avaient subi une chirurgie à cœur ouvert étaient assis en tailleur sur le sol, construisant des choses. J'ai vu un garçon, peut-être de 3 ans, assis dans un fauteuil roulant avec un éléphant en peluche sur les genoux. Il m'a fait un signe de la main. J'ai répondu. Mes yeux brûlaient, mais j'ai continué à marcher. Le docteur Ansley m'a conduite à son bureau. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre et elle m'a expliqué ce que mon don signifierait. Selon les estimations actuelles, les fonds de ma succession soutiendraient 40 à 50 chirurgies cardiaques pédiatriques pour des enfants non assurés au cours de la prochaine décennie. 40 à 50 enfants, 40 à 50 olivets. J'ai signé une lettre d'engagement, pas un chèque. L'argent viendra du testament après ma mort. Mais l'engagement était réel, et la fondation commencerait à planifier en conséquence. J'ai demandé une chose. Je voulais que le fonds porte nos 2 noms. Le fonds Ray et Florence Summers pour les soins cardiaques pédiatriques. Le docteur Ansley l'a noté. Elle a levé les yeux et a dit, Madame Summers, cela sauvera la vie d'enfants pendant des décennies. J'ai regardé la photographie sur son mur, un groupe d'enfants, tous souriants, tous debout, et j'ai vu Oliver sur chaque visage. Jocelyn a appelé à la fin du mois de janvier. Je lisais sur le porche, une couverture sur les jambes, Basile drapé sur mes chevilles comme un presse-papier poilu. Sa voix était dure, contrôlée, comme si elle s'était entraînée dans le miroir. Je veux juste que tu saches que je pense que ce que tu fais est égoïste. Papa a travaillé toute sa vie aussi. Ton père et moi avons économisé ensemble, et il m'a dit avant de mourir de le dépenser pour quelque chose qui compte. C'est ce que je fais. Nous sommes tes enfants. Nous comptons. J'ai posé mon livre sur la coudoir. Vous comptez, Jocelyn. Mais compter et mériter sont 2 choses différentes. J'ai passé 68 ans sans connaître la différence. Je la connais maintenant. Une pause. Elle recalculait, comme elle le fait toujours lorsque l'argument se dérobe sous ses pieds. Ma porte est toujours ouverte, ai-je dit. Mais mon testament est fermé. Si tu veux une relation avec moi, elle doit être plus qu'une question d'argent. Il faut être là, non pas pour un héritage, mais pour une personne. Jocelyn n'a pas répondu. La ligne s'est coupée. Je n'ai pas rappelé. Derek n'a jamais appelé du tout. Mais en février, un court email est arrivé. 3 phrases. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi, maman. J'aurais dû faire mieux. Je travaille sur certaines choses. J'ai répondu, merci, Derek. Quand tu seras prêt, je suis là. Je ne savais pas si Jocelyn reviendrait un jour. Je ne savais pas si Derek prendrait le téléphone. Ce que je savais, c'était ceci, j'en avais fini d'être la femme qui attendait. J'en avais fini d'interpréter le silence comme de l'amour et l'absence comme de l'occupation. J'en avais fini de porter une boussole qui pointait vers des gens qui ne marchaient pas vers moi. J'ai posé la boussole, et pour la première fois, je me suis permis de regarder dans une direction différente. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. J'ai commencé à faire du bénévolat à l'heure du compte de la bibliothèque publique de Caldwell tous les mercredis après-midi, un cercle de enfants de 5 ans sur un tapis tressé, assis en tailleur, la bouche ouverte. Pendant que je faisais les voix de tous les personnages de tous les livres d'images.
La bibliothécaire a dit que j'étais une naturelle. Je lui ai dit que j'avais eu 43 ans de pratique. Ruth et moi avons réservé des vols pour l'Islande pour l'été. Geyser, aurore boréale, un hôtel en verre pour pouvoir regarder le ciel en s'endormant. Je n'avais même jamais entendu parler de cet hôtel il y a 2 ans. Maintenant, j'avais une réservation. J'ai vendu la Honda Accord, celle que j'avais conduite pendant 14 ans, celle qui sentait encore faiblement la colle d'école et le désinfectant pour les mains. J'ai acheté une Subaru Outback, vert foncé, pas accent grave-l'œil, juste ce qu'il fallait. Megan et Oliver sont venus tous les dimanches. Elle apportait de la nourriture maintenant. Lasagne, soupe, parfois une tarte meilleure que la mienne, bien que je ne le lui dirai jamais. Oliver avait une routine. Il courait vers le Magnolia, cherchait des verres, puis s'asseyait à la table de la cuisine et dessinait pendant que Megan et moi parlions. Un soir, il m'a appelé du téléphone de Megan. « Bonne nuit, Mamie Flo. » C'est devenu notre rituel nocturne. 19h15 tous les soirs, qu'il pleuve ou qu'il vente. J'ai accroché de nouvelles photographies sur le mur du salon. L'Alaska, Lisbonne, la Nouvelle-Zélande, et une nouvelle. Megan et Oliver à ma table de cuisine, la lumière du soleil entrant par la fenêtre, tous les deux riant de quelque chose que Basile avait fait. J'ai écrit dans mon journal ce soir-là, le même cahier à lignes que j'avais utilisé pour les plans de cours, maintenant réutilisé pour un programme différent. J'ai passé la première moitié de ma vie à élever des enfants, la seconde à attendre qu'ils reviennent. Cette partie, la troisième, celle-ci est la mienne. J'ai fermé le cahier. Basile ronronnait. Le magnolia était en fleurs. Je suis assise sur mon porche. C'est la fin du mois de mai. Les azalées sont en pleine floraison, roses et blanches, débordant de la clôture comme si elles avaient attendu toute l'année la permission. Basile est sur mes genoux. Le thé est de l'Earl Grey, chaud avec un sucre, comme je le prépare depuis 40 ans. Mon téléphone vibre, un texto de Megan. C'est une photographie. Le dessin d'Oliver de l'école. La maison de mamie. Une clôture blanche, un magnolia, et un chat orange assis sur le porche avec une femme en pull gris. Il a dessiné le pull au crayon de cire, de la même teinte que le cachemire que j'ai acheté à Lisbonne. Je souris, j'enregistre la photo, je ferme le téléphone. Une voisine passe avec son chien. Elle me fait un signe de la main. Je lui réponds. Voilà à quoi ressemblent mes matinées maintenant. Calmes, pleines, les miennes. Je pense à Ray parfois, à ce qu'il dirait s'il pouvait voir le mur de photographie, le passeport plein de tampons, la lettre d'engagement encadrée à côté de ses lunettes de lecture. Je pense qu'il hocherait la tête. Il n'a jamais été un homme de beaucoup de mots. Je pense à Jocelyn. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis janvier. La porte est toujours ouverte, mais je ne suis plus devant. Je pense à Derek. Son email était court, mais honnête. C'est plus que ce que j'ai eu de lui depuis des années. J'attendrai, mais je ne courrai pas après lui. Et je pense à Oliver, 7 ans, dessinant des baleines d'un endroit où il n'a jamais été, vivant parce que des étrangers ont donné de l'argent à un hôpital, et parce qu'un jour sa grand-mère a décidé d'être la plus grande de ces étrangères. La semaine dernière, j'ai supprimé les messages vocaux. Tous les 87. Je n'en avais plus besoin. Je m'appelle Florence Summers. J'ai 68 ans. Je suis une enseignante à la retraite, une veuve, une mère et une grand-mère. J'ai changé une ligne dans mon testament, et ça a tout changé. Voilà mon histoire. Et maintenant, je veux vous entendre. Si vous étiez moi, si vous aviez passé 43 ans à économiser chaque euro et que vos enfants vous disaient que vous étiez seul, changeriez-vous le testament ou leur donneriez-vous une dernière chance? Mettez un A dans les commentaires si vous le changeriez. Mettez un B si vous attendriez. Je veux lire chaque réponse. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle vous a rappelé que votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Une autre histoire vous attend dans la description ci-dessous. Il s'agit d'une femme qui a découvert quelque chose au dîner de retraite de son mari que personne n'avait vu venir. Merci d'être là. Merci de votre écoute.